merci encore Mona d'être avec nous aujourd'hui. Pour brièvement vous la présenter, Mona est une traductrice qui est spécialisée dans le milieu de l'audiovisuel. Cela fait maintenant un peu plus de 8 ans que vous êtes dans ce secteur. Elle traduit de l'anglais au français et dans diverses techniques d'ailleurs. Elle est spécialisée dans le sous-titrage bien sûr, mais elle pratique aussi le voice-over, on en parlera plus tard, et aussi la traduction de scénarios. Elle a notamment travaillé sur des documentaires comme on peut citer Le tombeau volé de Toutankhamon sur France 5, et sur des séries aussi, on peut citer Utopia ou Inspecteur Barnaby. Cet entretien est l'occasion pour nous d'aborder avec vous votre propre parcours, les particularités liées à ce secteur de l'audiovisuel, qu'elles soient sur le plan technique, les logiciels, les méthodes de traduction, et aussi sur le plan professionnel, l'insertion, la formation. Et via cet entretien, on aura un plus large aperçu de ce milieu de l'audiovisuel auquel on n'est pas forcément sensible. Donc peut-être pour commencer, Mona, quel genre d'études avez-vous fait? Comment en êtes-vous venu à la traduction? Par quelle porte? Est-ce que c'était un désir depuis toujours ou une découverte par hasard? J'ai su que je voulais faire ce métier-là très tôt. J'ai été exposée à l'anglais et à la culture anglo-saxonne toute petite. Et j'ai toujours baigné dans la langue anglaise. J'ai lu l'anglais assez tôt, donc ça m'a toujours très tôt intéressée. Et j'ai découvert en fait l'existence du sous-titrage vers 12-13 ans. À l'époque, j'avais Canal+, et j'enregistrais les diffusions en VO sous-titré qui passaient en pleine nuit de tous les films qui m'intéressaient. Et un jour, j'ai compris que quelqu'un devait écrire ces sous-titres. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et à partir de là, j'ai essayé de comprendre quelles étaient les filières de formation pour ces métiers. C'était encore assez flou à l'époque. Mais dans l'idée générale, c'était que j'allais m'orienter vers, comme le disait Carmelo, les langues, pensant évidemment plus à l'anglais qu'au français au départ. C'était le point principal de tout mon cursus, donc j'ai tout orienté là-dessus. J'ai fait un LEA anglais-allemand. Donc pourquoi LEA alors que on pourrait considérer que la traduction du visuel est plutôt littéraire? J'avais quand même envie d'avoir beaucoup d'outils à ma disposition, et surtout je voulais garder mes deux langues de travail, donc je voulais garder l'allemand que j'ai fini par abandonner. Et j'avais en ligne de mire le master de traduction du visuel de l'université de Nanterre. Il en existait 4 à l'époque des masters de traduction du visuel à l'université de Nanterre, de Lille, de Strasbourg et de Nice. Nanterre m'intéressait beaucoup pour des questions géographiques et aussi pour le contenu de la formation. Celui de Lille est le plus ancien et très réputé aussi, et une excellente formation notamment en doublage. Nanterre est un peu plus jeune, donc la formation était peut-être un peu moins définie, mais ça fait déjà quelques années maintenant, donc je pense qu'ils sont à Jules-Miel. Et donc voilà, je me suis retrouvée, j'ai réussi les concours d'entrée, l'examen d'entrée du master de traduction du visuel de Nanterre. Et voilà. Merci. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec l'allemand? C'est un peu dur d'en parler. Non, mais pas de problème. Disons que comme j'ai commencé à apprendre l'anglais quand j'avais 6 ans, j'ai toujours eu beaucoup d'aisance. C'était limite intuitif pour moi de comprendre et de parler l'anglais. J'ai commencé l'allemand à 14 ans, donc ça a toujours été beaucoup plus difficile, et il y a eu un moment où je me suis aperçue que je n'aurais jamais vraiment le niveau que moi je voudrais de maîtrise, et j'ai préféré concentrer toute mon énergie sur l'anglais, même si dans l'audiovisuel évidemment on est 95% à travailler avec l'anglais, mais en même temps la plupart des commandes sont aussi pour des programmes en anglais.
j'ai jugé que c'était plus intelligent, sur le moment en tout cas, de me concentrer sur l'anglais, pensant que plus tard peut-être je me remettrai à l'allemand, ce qui n'a pas encore été le cas. Mais ça me sert, enfin la maîtrise maintenant assez limitée que j'ai de l'allemand me sert encore malgré tout. Ça m'arrive d'avoir 2-3 phrases dans un programme qui sont de mon niveau et je m'en sors, disons, de façon honorable sur ces choses-là. Mais jamais j'accepterai un programme en allemand complètement, c'est pas possible, j'ai pas de niveau. Du coup, moi, je voulais poursuivre un peu sur la question de la formation, sachant que la traduction est une profession non réglementée, ce qui veut dire que n'importe qui du jour au lendemain peut se déclarer traducteur et se mettre à son compte sans avoir le moindre diplôme dans ce secteur. Je voulais savoir, concernant justement la traduction audiovisuelle, quel était votre point de vue de ce côté-là? Est-ce que vous pensez qu'une formation universitaire est indispensable, ou est-ce qu'il y a d'autres manières de se former à cette spécialisation-là? Si vous m'aviez posé la question il y a 20 ans, je vous aurais peut-être dit que c'était pas nécessaire. De toute façon, il n'y avait pas de formation à cette époque-là. En fait, elles sont apparues très récemment, ces formations, et elles ont suivi ce qui se faisait déjà, c'est-à-dire que toutes les normes, tous les usages ont été créés dans le monde professionnel, et par la suite, la formation est venue pour rassembler tout ça. Mais c'est encore très frais, très récent, donc il y a 20 ans, je vous aurais répondu ça. Aujourd'hui, étant donné l'état du marché dont on parlera tout à l'heure, du nombre de traducteurs qui sont présents dans ce secteur, de la baisse des tarifs, de la montée en puissance du fansubbing dont on parlera aussi, j'aurais tendance à dire que la formation est indispensable, ne serait-ce que pour se créer un réseau, dans un premier temps, pour rencontrer des professionnels qui vont expliquer, au-delà des compétences techniques qu'on fait finalement qu'effleurer dans la formation universitaire qui dure 1 an, c'est très peu, qui vont expliquer un peu l'état du marché, les pratiques, les principes techniques, évidemment c'est important, mais je pense que 90% des gens qui suivent ces formations s'imaginent le marché de la traduction du visuel d'une certaine façon et tombent de très haut une fois arrivés sur le marché et une fois le diplôme en poche. Donc je pense que les formations l'intègrent de plus en plus, cet aspect disons, ils préviennent de plus en plus les aspirants traducteurs à cet aspect du marché. Donc je pense que la formation est indispensable. Et aussi pour ne pas débarquer auprès d'un client et dire voilà, j'aimerais sous-titrer un film et ne rien connaître, parce que ça nécessite quand même beaucoup de compétences techniques, de connaissances du vocabulaire, des pratiques, des étapes de travail. C'est pas juste, même si je suppose que les autres traductions sont aussi complexes, mais je les connais moins, on peut pas juste prendre un film et décider qu'on va le sous-titrer comme ça, faire 3 lignes de texte qui s'étalent sur toute la largeur de l'écran, c'est pas possible. Donc pour se familiariser, c'est indispensable, mais je pense que c'est vraiment qu'une première étape, et que quand on a le diplôme, on est finalement au tout début de sa formation encore. Et moi, il m'a fallu des années pour être vraiment à l'aise, et même si je pense que c'est le cas de tous les traducteurs, effectivement, j'en apprends tous les jours encore. Donc c'est une bonne première étape, mais ce n'est qu'une première étape. Et du coup, est-ce qu'il y aurait des ressources, par exemple, que vous pourriez conseiller, comme des ouvrages ou des films, par exemple, dont les sous-titres vous paraissent particulièrement intéressants? Alors moi, le film qui m'a donné envie de faire ce métier, c'était Beaucoup de bruit pour rien de Kenneth Branagh, qui commençait par donc c'est l'adaptation de la pièce de Shakespeare, qui commençait par une chanson. Et en fait, elle était en rime, cette chanson. Et j'avais trouvé ça incroyable qu'on puisse traduire en rime. Ça m'avait sidérée. Je m'étais dit, mais c'est un magicien, la personne qui fait ça. Ça m'avait vraiment sidérée. Donc je dirais que tout ce qui implique de la musique, déjà, ça peut être très intéressant, des chansons. Après, donner un exemple particulier, c'est compliqué, surtout que si vous demandez à une personne, il va vous dire ah ben moi je trouve qu'un tel a très bien traduit tel film, et à l'autre, bah non pas du tout, il manquait la moitié des informations, j'aime pas tel terme. Bon. Mais cela dit, on peut parler du prix du sous-titrage qui est organisé par l'ATA, donc l'Association des traducteurs et adaptateurs de l'audiovisuel. Donc le prix du sous-titrage et du doublage depuis 2 ans maintenant.
c'était de créer un prix qui mette en valeur le traducteur, parce que c'est vrai que dans le milieu de l'audiovisuel, on est quand même assez anonyme. Même si notre nom apparaît à la fin du générique, rares sont les gens qui restent jusqu'à la fin du générique déjà. Et puis rares sont les gens qui s'imaginent que quelqu'un écrit le texte que vont lire les comédiens, ou que ça demande beaucoup de travail d'écrire ces sous-titres, que c'est pas juste tiens, j'ai entendu bleu, alors j'écris bleu et c'est bon, ça passera. Donc le prix a lieu en même temps que toutes les remises de prix du monde du cinéma, donc les Oscars, tout ça c'est en début d'année, en janvier. Et tous les ans, il y a un film de langue anglaise et un film d'une autre langue pour le sous-titrage et pour le doublage qui sont récompensés donc, pour leur travail d'adaptation. Et je pense que c'est le travail de sélection des films et le travail du jury est très précis et très fastidieux. Et je pense que si vous allez sur le site du prix du sous-titrage et du doublage et que vous choisissez vos films en fonction de ça, ça peut être un bon point de départ pour voir quelles sont les bonnes pratiques dans ce milieu. Merci. Du coup, vous parliez de concours d'entrée tout à l'heure. Oui, c'était un examen, c'était pas un concours. Non, un examen. Mais c'était sous quel format vous pensez Alors j'ai passé ceux de Lille et ceux de Nanterre. Oui. J'ai réussi les deux. C'était... alors Lille, il était difficile parce qu'il y avait un concours sur l'histoire du cinéma. Donc c'était un QCM, je sais plus, il y avait 50 questions je crois, sur tout. Ça pouvait vraiment être tout, donc les styles, les réalisateurs, tout. C'était vraiment extrêmement vaste. Il y avait un thème et une version, et c'était des extraits de scénario je crois. Nanterre, c'était pareil, thème version, un entretien. Et il y avait aussi un QCM sur... mais c'était plus simple pourtant, il me semble. Ça commence à être vieux, je ne me souviens pas précisément, j'aurais dû vérifier ça. Mais Nanterre se distinguait particulièrement pour cet entretien donc, de motivation en fait. Pour être, d'abord on passait les concours écrits, par les examens écrits, et ceux qui étaient sélectionnés au terme de ces examens passaient l'entretien. Et ils ne gardaient que la moitié, je crois, des personnes présentes à l'entretien, et on était 15 à Nanterre. À Lille, on était 6, je crois. Donc beaucoup plus sélectif. Oui, donc c'est assez sélectif. Du coup, pour vous, quelles sont les qualités nécessaires pour devenir traducteur et comment on peut réussir son insertion professionnelle? Est-ce que vous parliez de réseau? Est-ce que c'est essentiellement par ça? Ou y a-t-il d'autres moyens? On parle précisément de l'audiovisuel. Hein. Oui. Alors pour être un bon traducteur de l'audiovisuel, il n'y a pas besoin d'avoir un réseau au départ, évidemment. Je dirais qu'il faut une excellente maîtrise de sa langue maternelle, la volonté de toujours se remettre en question et de toujours apprendre sur sa langue, de ne pas se reposer sur ses acquis, et ça c'est pas forcément évident au quotidien quand on est très pris par son travail justement. Évidemment une très bonne connaissance de la langue de laquelle on traduit et de la culture, parce que dans l'audiovisuel tout repose sur la culture, les expressions idiomatiques, tous les registres de langue qu'il faut pouvoir couvrir. Il faut pouvoir traduire à la fois les extraits d'un journal télé que les 3 gangsters de Philadelphie qui utilisent leur jargon de dealer. Il faut traduire ça et tout ce qu'il y a entre les deux. Donc c'est extrêmement compliqué. Il faut savoir se documenter, savoir faire des recherches. Le réseau, c'est utile dans un premier temps pour le travail de la traduction, pour justement demander conseil, connaître des gens qui peut-être sont spécialisés dans un certain domaine technique, ou peut-être qui parlent, je ne sais pas, qui connaissent bien l'écossais, ce genre de choses, qui sont spécialistes de l'Irlande, qui ont voyagé à San Francisco et qui peuvent peut-être vous dire bah oui, mais dans telle rue en fait effectivement il y a un lampadaire un peu de travers qui est célèbre pour machin. Il faut être capable d'aller justement vers les autres. Moi ça m'arrive d'appeler des organismes pour leur demander, par exemple d'appeler une ambassade pour leur demander comment on prononce tel nom de ville, parce que
dans ma traduction de documentaire, je suis censée indiquer les prononciations des noms propres ou des noms, disons, peu connus en français. Donc il faut avoir de la ressource, déjà. Et pour l'insertion professionnelle, le réseau, c'est indispensable. Ça marche même que comme ça. Donc ça, c'est extrêmement décourageant au départ, parce qu'on se dit, je pars de rien, je connais personne. Donc les stages, ça permet déjà de se faire connaître un petit peu. Mais on est très nombreux à faire des stages. Pour se distinguer parmi la masse, c'est pas forcément facile. Donc il faut savoir aller vers les autres, bien se vendre, je dirais être sympathique. Parce que dans le milieu de l'audiovisuel, quand on est bien installé, on a tendance à croire que ça roule et qu'on n'a pas besoin forcément d'être agréable avec son interlocuteur. Je connais des gens qui ne sont pas forcément très sympas, pas forcément des traducteurs, hein, dans tout le milieu de l'audiovisuel. Je pense que c'est important d'être agréable, d'être poli, ce genre de choses. Et moi, j'ai trouvé ça important pour la constitution de mon réseau. J'ai eu pas mal de chance. On m'a recommandé assez vite à différents clients et ça a bien marché. Alors, je pense que j'ai eu de la chance. Je pense que j'étais pas trop mauvaise. Et je pense que parce que j'essayais justement de chouchouter à chaque fois mon interlocuteur, ça s'est plutôt bien passé. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi là-dessus, mais pour moi, ça me semblait important d'être, disons, de ne pas me faire remarquer pour les mauvaises choses, quoi. Voilà. Et donc le réseau des traducteurs, c'est aussi bien d'autres traducteurs. C'est très important parce que si on appelle un collègue et que lui ne peut pas, parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il ne connaît pas bien le domaine, parce que ça tombe mal pour lui, il vous recommande et pouf, vous décrochez un nouveau client. Et ça m'est arrivé en début d'année, par exemple, c'était les vacances de Noël. Évidemment, il n'y a pas grand monde qui veut travailler pendant les vacances de Noël. Et j'ai une camarade qui a été appelée, une collègue qui a été appelée pour traduction de série. Elle a donné mon nom au client, j'avais jamais travaillé pour lui, il m'a appelé, j'ai fait la traduction. Du coup, c'était une forme de recommandation quelque part. Et depuis, je travaille énormément pour ce client. Donc, ça va très vite. Il suffit d'une fois, il suffit d'une bonne recommandation pour tomber sur le jackpot, en fait. Pas forcément financier, mais ne serait-ce que d'avoir des commandes régulières, c'est forcément intéressant. Voilà. Et le réseau, vis-à-vis de ce qu'on appelle, nous, les labos, donc, qui sont en fait les intermédiaires entre les donneurs d'ordre et les traducteurs, c'est des laboratoires de sous-titrage ou de doublage. C'est eux, en fait, qui nous commandent le travail pour le distributeur de films, pour la chaîne. Avec eux, avec les chargés de post-production au labo, il faut aussi avoir de bons rapports. Notamment parce que dans ce milieu, ça bouge pas mal. Donc un chargé de post-production du labo A peut très bien aller au labo B et emporter son carnet d'adresse. Donc c'est toujours intéressant d'être en bon terme avec tout le monde, de bien se faire connaître. Mais ça, je pense que ça vaut pour toute profession finalement. Et c'est vrai que c'est un milieu où le réseau, c'est une grande partie du travail. On peut pas... Si vous envoyez votre CV demain à un labo, il va partir à la poubelle, quoi. Ou alors il va partir sur la pile qui prend la poussière, et peut-être qu'un jour on vous appellera parce qu'on a une urgence pas possible ou un volume de travail conséquent à traiter et que c'est le 15 août et que tous les traducteurs sont en vacances. Mais ça arrive, c'est très rare. Moi j'ai fait des stages en labo, j'ai vu les chargés de post-production sortir la pile de CV une fois, quoi. Donc se contenter d'envoyer un CV, ça marche pas. Déjà demander un entretien, ça peut être, mais pour quelqu'un qui connaît personne, ça peut être un bon moyen de mettre un visage sur un nom, de rendre la relation plus humaine, plus concrète. Mais autrement, c'est extrêmement compliqué de se faire sa place dans ce milieu et c'est compliqué au quotidien. Donc il faut toujours se battre en fait pour garder ses contacts et être certain d'avoir les commandes qui continuent à tomber. Du coup, on va peut-être passer à la partie pratique avec la démonstration du logiciel. Peut-être le micro. Je vais avoir deux, trois notions techniques à expliquer.
donc justement, j'ai pris un extrait de la série Utopia, je ne sais pas si vous connaissez, qui passe sur Canal+. Enfin, Canal+ série, et il y a eu des rediffusions sur Canal+ tout court. Donc c'est une série britannique qui va être adaptée par David Fincher pour HBO l'année prochaine. Il y a eu 2 saisons et ça s'arrête après la 2e saison pour la version britannique, mais on espère que la version américaine va aller un peu plus loin que ça. Donc c'est une série qui est très difficile à traduire parce que ça repose sur une théorie du complot. Mais au début, le traducteur comme le téléspectateur ne sait rien de la théorie du complot, donc il faut traduire un peu dans le noir. Et quand on arrive à l'épisode 6, on se dit tiens, si j'avais su ça, je l'aurais peut-être pas écrit comme ça dans l'épisode 1. Mais dans l'audiovisuel, comme tout se fait dans l'urgence, on n'a pas l'épisode 6 avant l'épisode 1. Donc souvent, on se retrouve à se dire bon, bah, il va falloir faire avec ce qu'on a et tant pis, on continue comme ça. Mais c'était une série assez difficile et passionnante à faire. Donc je vous ai pris un petit extrait. Alors, mon logiciel, qui n'apparaît pas du tout comme il faut. Alors, je comprends pas pourquoi. Mon logiciel est vraiment très pratique, mais pas toujours très... il est un peu récalcitrant par moment, donc là, avec la résolution qui change de mon écran, il n'est pas forcément très coopératif. Donc, ce qui est important dans mon métier, c'est que l'œuvre, ce que je traduis, moi, c'est pas un texte, comme le disait Carmelo. C'est pas seulement une image, c'est aussi des dialogues. Et c'est les dialogues dans l'image. Donc, ça m'est arrivé, la première année de stage que j'ai fait, enfin mon premier stage, j'ai traduit un documentaire sur la manière de filmer, de tourner des films. Et à l'image, on voyait des appareils photo. C'était en fait pour la scène de Matrix où Neo part en arrière comme ça, ils expliquaient la technique. À cette époque, c'était encore révolutionnaire. Et donc, en fait, Neo est entouré d'appareils photo. Et les appareils photo prennent une image pendant qu'il fait son mouvement. Et je m'étais renseignée et j'avais bien vu que c'était des appareils photo. Et dans le documentaire, la voix off parlait de caméra. Et donc moi j'ai fait mes recherches de manière intensive et j'avais la certitude que c'était des appareils photo. Et donc j'ai corrigé en appareil photo, j'ai pas mis caméra. Donc, parce qu'ils disaient video camera, donc il n'y avait aucune ambiguïté, pour eux c'était des caméras et pas des appareils photo. Et donc voilà, en quoi, pour moi ça illustre bien l'importance de l'image, c'est que ce qui prime, c'est l'image. Si dans la voix off originale il y a une erreur, le traducteur doit la corriger. Et ça c'est un élément important de notre travail, surtout dans le documentaire. On passe notre temps à corriger des choses en fait. Et donc on passe notre temps à faire des recherches et à se documenter. Et le client, qui est la chaîne, souvent France 5 dans mon cas, attend de nous de corriger les chiffres, de corriger les années, de corriger des termes. Et on est vraiment une étape d'amélioration du documentaire. Et si à l'image on voit telle espèce de chien et que dans la voix off ils disent caniche, alors que pas du tout, c'est pas un caniche, c'est un boxer, nous on doit écrire boxer. Donc l'image a une importance prépondérante dans notre travail. Donc là on a ce qu'on appelle le timecode, qui est en fait j'ai la définition de l'ATA. Voilà, c'est le point d'entrée et de sortie déterminant le temps d'affichage de chaque sous-titre d'un fichier de sous-titrage. Donc en fait, le timecode qui est inscrit à l'image là, c'est une sorte de carte d'identité de l'image du film ou de la série. Donc si vous voyez, à chaque image, le chiffre change. Et moi,
créer un sous-titre, je vais dire, voilà, mon sous-titre 1, il va commencer à l'image 22, 24, 10, 24, 22, 24, et il va sortir, donc 2 secondes plus tard. J'ai pas accès à tous les champs, je vous prie de m'excuser, mais c'est vrai que comme la résolution est pas bonne, voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne juste quand on le lit déjà. We're actually saying that the tsunami that killed what, like hundreds of thousands was the American military testing a weapon. Fucking mental. It's called a tsunami bomb. A strategically placed nuke on the seabed. Voilà. Donc, à moi de choisir quand je fais commencer mon sous-titre, quand je le fais terminer, donc quand je découpe ma phrase, comment je la découpe. Mais il y a des impératifs liés à l'image toujours, donc les changements de plan, dans la mesure du possible, le sous-titre ne doit pas chevaucher le changement de plan. Donc on doit s'arrêter avant. On a un certain nombre d'images qu'on ne peut pas chevaucher avant ni après. Et entre chaque sous-titre, on a un nombre de caractères minimum à respecter. En l'occurrence, c'est 6 images. Pardon, pas de caractères d'image. Et chaque sous-titre doit avoir une longueur. Vous voyez les lignes bleues qui sont là. C'est ce qu'on appelle la sécu-titre. Le texte ne peut pas dépasser cette largeur. Et donc on a des normes. Donc là, c'est 36 caractères par ligne. Et sur 2 lignes maximum. Et on a ce qu'on appelle la lisibilité. Donc la lisibilité, c'est... parce que le but, c'est quand même que vous puissiez lire des sous-titres, vous, spectateurs et téléspectateurs. Et donc il a été... la norme, c'est qu'on peut lire 12 à 15 caractères par seconde. Donc moi, j'ai mon logiciel qui me calcule ça, c'est pratique. Et donc là, c'est dommage parce qu'on ne voit pas tout. Là, normalement, vous avez une jauge. J'ai configuré mon logiciel. Je me dis, voilà, j'ai 15 caractères par seconde de lisibilité. Et quand je dépasse cette lisibilité, il va dans le rouge et il me dit, bah non, là, c'est pas possible, c'est pas lisible. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai un sous-titre qui est très rouge. Voilà, celui-ci, vous voyez, il est vert. J'ai mis 33 caractères au lieu de 23, maximum. Mais parfois, c'est pas possible de faire mieux. Alors, peut-être que si je voulais faire mieux, j'écrirais des milliers de morts. Vous voyez ? Alors après, on va recevoir une lettre d'un téléspectateur pas content qui va nous dire, maintenant c'était des centaines de milliers, c'était pas des milliers. Voilà. On fait un métier qui est difficile dans le sens où tout le monde est capable de le juger, mais les gens qui le jugent n'ont pas forcément tous les éléments en main pour apprécier notre travail. Donc c'est parfois un peu difficile. Donc, je vous ai dit 36 caractères par ligne, 2 lignes, les intervalles. Je vais choisir un autre extrait. Oui, désolée. Il y a de tout dans cette série. Voilà. Alors, ce qui est très bien dans cette série, c'est qu'on traduit des extraits de JT, des discours de professionnels scientifiques, voilà, des discours de fans de BD qui sont plus vulgaires, les plus vulgaires possibles. On a de tout, donc au niveau des registres, il faut suivre, c'est pas forcément évident. Donc là, celui qui parlait de couilles fripées juste avant, il va nous expliquer qu'il il est convaincu qu'on est surveillé par l'État, le système, The Man, partout, et donc il a renoncé à avoir un compte en banque, un permis de conduire, tout ce qui ferait qu'on I have pourrait... over the past 5 years, using various international laws, data protection acts, and internet know-how, wiped all trace of me from the world. No bank account, no bills, driver's license, nothing. And every IP address here is masked and encrypted to avoid detection. Voilà. Donc lui, juste avant, il avait un registre vulgaire, grossier, et après, on voit qu'il est très... qu'il maîtrise parfaitement son sujet, et là, il commence à emprunter, à utiliser un registre complètement différent, et nous, on est censé suivre. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais on ne peut pas, contrairement, je pense, à la traduction littéraire, peut-être que je me trompe,
on ne peut pas redécouper la phrase comme on veut. On est obligé de suivre l'ordre dans lequel il dit les choses, même si c'est plus complexe au niveau de l'écrit. Si j'ai envie de dire depuis 5 ans dans 3 sous-titres, c'est pas possible. Il faut que mon depuis 5 ans colle au sous-titre ou au passage où lui dit over the last 5 years. Ça, c'est indispensable. Et même, de préférence, là, il disait I have over the past 5 years. Idéalement, il aurait fallu que je mette le sujet et le verbe avant. Donc, dans l'idéal, il faut vraiment découper sa phrase au plus proche de la langue originale. C'est pas toujours possible, évidemment, mais pour les gens qui comprennent un peu ou les gens qui veulent comprendre la langue d'origine, c'est un bon moyen de s'accrocher à la langue que de découper le sous-titre comme la langue d'origine. Il y a aussi une question là, parce qu'encore il y a une proximité entre le français et l'anglais, mais pour des langues comme le japonais où la structure n'est pas du tout la Même même. l'allemand, déjà l'allemand c'est très difficile. Alors effectivement, en anglais, c'est ce dont je vous parle parce que c'est ce que je connais. Ça m'est arrivé de sous-titrer des petites choses en allemand et de me retrouver à devoir mettre le verbe 3 sous-titres plus tôt et d'avoir le verbe à la fin parce que en allemand le verbe était à la fin. Effectivement, mais quand on peut, il faut que les mots importants tombent au même moment dans le sous-titre que dans la langue originale. Et quand on a des mots, par exemple là il dit international law, quand on a des mots qui sont proches de ceux qu'on connaît en français, si le sens le permet, il faut essayer de garder le mot proche en français. Parce que, encore une fois, ça permet au téléspectateur de s'accrocher à ça. Il reconnaît, alors voilà, s'il avait dit, je sais pas, s'il avait employé un autre mot qui convenait pas tout à fait et que moi j'avais mis la même chose en français, ça aurait pas. Si ça dessert le français, il faut pas le faire. Mais si c'est une petite concession et que ça permet aux téléspectateurs de s'accrocher, c'est une bonne chose parce que ça lui donne, c'est plus fluide en fait. Le sous-titre, ce qui est difficile dans le sous-titrage, c'est que on ajoute de l'écrit à de l'image, donc déjà on est un peu des intrus, et il faut qu'on se fasse oublier. Un sous-titre qui se fait oublier, c'est un bon sous-titre. Ça c'est vraiment disons l'aspiration principale qu'on a quand on fait du sous-titrage, c'est qu'on doit être là, on est indispensable, et en même temps il faudrait qu'on ne soit pas là, que le téléspectateur nous oublie, ou le spectateur nous oublie complètement. Donc si on est fluide, et si on suit le rythme, et si on s'accroche bien à la langue de départ, on est plus discret. Et le but, c'est d'être discret pour que le spectateur puisse profiter au maximum de l'image et de ce qu'il regarde. Donc, et des dialogues. Il y a une recherche de mimétisme d'une certaine manière. J'irai pas jusqu'à dire mimétisme parce que ça serait presque du calque, mais il y a la volonté de se faire oublier quelque part. Il faut pas faire des étincelles, quoi. Alors on est obligé d'adapter, parfois ça nous arrive de mettre quelque chose de très éloigné parce que s'ils font une référence culturelle qui nous échappe complètement, un truc publicitaire qui est connu qu'aux États-Unis et que nous on met la même chose, là le spectateur il va dire je comprends rien. Donc là le sous-titre pour le coup va se faire repérer, mais pas pour les bonnes raisons. Et si on est obligé de mettre, je sais pas. Ce qui est difficile dans le cas des références culturelles, c'est qu'on ne peut pas mettre des références culturelles franco-françaises dans les sous-titres parce que ça fait complètement tâche aussi. Donc il faut essayer de trouver une espèce de juste milieu qui parle au public français sans être complètement éloigné de la langue et de la culture de départ. C'est pas évident. Mais donc ce que je disais, c'est que la plupart du temps, sans parler de mimétisme, il faut essayer de rester discret. Et pour les références, tu peux pas mettre en plus de notes de bas de page comme dans un texte. Ce qu'on voit parfois dans les fansubs de drama japonais, par exemple, des fois en haut de l'écran, on va voir la traduction d'un terme japonais, intraduisible, la définition. Alors, la note de traducteur dans le sous-titrage, c'est pas possible. En plus, un des reproches qu'on peut faire au fansubbing, je pense, c'est la lisibilité. Si on rajoute des trucs dans tous les sens, des textes et machin, non, le spectateur, il va pas pouvoir tout lire. Et si on lui dit en plus, j'ai laissé tomber, j'ai pas adapté, c'est un petit peu un constat d'échec. Donc on est toujours obligé d'adapter. Et il arrive qu'on soit pas satisfait, il arrive qu'on se dise, ça tombe à plat, c'est pas terrible, c'est pas vraiment ça. Et
Et il arrive qu'on trouve le truc parfait et qu'on soit hyper fier de sa trouvaille. Et il faut trouver le juste milieu. Ça s'équilibre au bout d'un moment, mais c'est pareil. Enfin, moi, ça m'arrive de ce que disait Carmelo, me parle particulièrement, parce que ça m'arrive 2 ans après, sous ma douche, d'écouter France Info et de me dire mais voilà ce que j'aurais dû mettre dans ma série d'il y a 2 ans, quoi. Donc, la référence culturelle, particulièrement, c'est le truc qu'on peut toujours travailler. Et il y a un moment où il faut s'arrêter, il faut faire un choix. Et parfois, c'est pas à 100% satisfaisant. Mais c'est comme ça. Donc je suis désolée, je ne peux pas vous montrer tout ce que je voulais parce qu'avec la résolution, j'ai pas tous les écrans qui s'affichent. Donc en haut, vous avez l'onde sonore qui est matérialisée et mon sous-titre en fait qui apparaît en dessous. Donc les sous-titres commencent toujours 1 ou 2 images avant le son parce que le temps en fait que l'œil voit le sous-titre, le son est déjà là. Donc on anticipe toujours un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau de l'intégration du sous-titre, comment ça se passe? Est-ce que par exemple tu as une transcription des dialogues? Alors oui, on nous livre une vidéo, une transcription plus ou moins fidèle, et c'est tout. Donc la transcription, c'est une aide, mais ça n'est pas l'œuvre originale, c'est la transcription des dialogues de l'œuvre originale. Donc, il ne faut pas s'y fier à 100%. Ça arrive que ce soit complètement à côté de la plaque, soit parce que la personne qui a fait la transcription n'a pas compris, soit parce que le montage a été refait et qu'on a eu un travail provisoire qui nous a été livré. Donc, le traducteur de l'audiovisuel est censé avoir une compréhension orale vraiment fine des dialogues. C'est pas toujours évident. Là récemment, j'ai traduit un jeu télé pour une. En fait, il arrive que des distributeurs commandent des traductions d'1 ou 2 épisodes d'une série ou d'un jeu pour essayer de la distribuer en France et donc de la vendre. Donc on fait une traduction pour le DVD et le DVD va être distribué à des chaînes qui seraient susceptibles d'acheter le programme. Par exemple, j'ai travaillé sur Rising Star avant que ce soit adapté pour M6. Sur des supports qui ont été proposés à M6 pour le vendre. Donc là, j'ai travaillé sur un jeu où il y avait, ça faisait partie intégrante du jeu, ne me demandez pas pourquoi, des chiens qui aboient. Et au niveau du son, la voix off était très basse. Et donc on entendait les chiens et on entendait les chiens par-dessus. Et j'avais pas de script, pas de transcription. Et donc, dans ces cas-là, on s'arrache l'oreille à essayer de comprendre, mais il faut bien, il faut comprendre, il faut mettre quelque chose, on ne peut pas le rien mettre. Ça, c'est pas possible. Donc, voilà. Tout ça pour dire que ce qui prime, c'est l'œuvre de départ, donc la vidéo, son plus image. La transcription, c'est vraiment une béquille, pas plus. Et on est censé, nous, comprendre 99% de ce qu'il dit. Ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, s'entourer de gens qui vont pouvoir nous aider à comprendre. Donc, j'ai des collègues américains, des collègues anglais, à qui ça m'arrive d'envoyer des bouts de vidéo pour dire qu'est-ce que tu comprends là, parce que moi je suis complètement larguée. Et parfois, ça nous arrive une fois sur 100 de ne pas comprendre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant sur le logiciel? Donc, la lisibilité, je pense que ça, c'est une des choses que les gens du grand public ne connaissent pas et qui est finalement un des critères principaux pour nous de travail. Et c'est vraiment ce qui détermine, ce qui régit toute l'écriture de notre sous-titre. Donc, parfois, on a une énumération de 5 éléments, on va en garder 2, et les gens vont nous dire, mais oui, mais il avait dit aussi marron, rouge et vert, et vous, vous avez dit que bleu et noir. Bah oui, mais si j'avais écrit marron, rouge, vert, bleu et noir, vous n'auriez rien lu du tout. Donc, on est obligé de faire des choix tout le temps. Et le but, c'est vraiment que ce soit accessible et que ça rende l'œuvre compréhensible. Donc, surcharger, ce serait desservir l'œuvre. Donc, il faut toujours rester dans ces limites de la lisibilité. Et du coup, en termes de lisibilité, alors c'est pas une question de traduction en proprement parler, mais la couleur des sous-titres, par exemple, avant on avait des sous-titres jaunes, maintenant on a plutôt des sous-titres blancs qui sont justement souvent moins lisibles. Est-ce que vous savez pourquoi il y a eu ce changement de couleur? Alors, je n'ai pas eu le temps de tester le livre que je viens d'acheter qui s'appelle L'histoire du sous-titrage et du doublage, qui a été écrit par Jean-François Cornu et qui vient de sortir.
chez Arte, c'est toujours jaune. Je sais pas pourquoi ça a changé. Je pense que maintenant en télétexte on peut mettre de la couleur puisque c'est faire des sous-titrages pour les entendants. Esthétique, parce que c'est vrai que le jaune, c'est pas forcément très beau sur l'image, mais en même temps, c'est plus lisible, donc ça, je sais pas. Est-ce que ça vous est vraiment arrivé d'avoir des problèmes de lecture à cause d'un sous-titre blanc? Ouais, Parce que normalement il y a le contour noir qui vous permet sur un fond blanc de voir le sous-titre. ça dépend de... Ouais, pas toujours. Enfin, je sais que ça m'est déjà arrivé, où il n'y avait pas de contour et d'avoir blanc sur blanc, ou alors un peu d'éclair, enfin un peu de contraste. Et, Si les sous-titres sont faits de manière professionnelle, et c'est pas toujours le cas, même si par exemple vous allez voir un documentaire au cinéma, vous allez voir disons dans un festival, vous allez voir un documentaire sous-titré. Ça m'est arrivé. Le sous-titre est catastrophique. Le sous-titrage est catastrophique, c'est 70 caractères par ligne et c'est blanc sans contour. Ça arrive parce qu'on n'a pas fait appel à des professionnels. Ça va être le monteur qui aura incrusté les sous-titres à l'aide de son logiciel de montage. C'est possible de le faire, mais il n'a pas toutes les connaissances et donc il a oublié ce contour noir. Normalement, surtout maintenant avec le numérique, il y a toujours ce contour noir. Là, je ne sais pas si vous le voyez. et du coup, c'est quelque chose d'automatique, par exemple, dans le logiciel, ou c'est quelque chose qui est paramétré, enfin paramétrable? Je vous montre. Voilà. Donc là, vous avez la police, la taille, et là, vous avez la bordure. Donc si je veux mettre une bordure rouge, voilà. Donc tout ça, c'est paramétrable. Nous, on utilise ce qu'on appelle des configurations, où en fait, on enregistre tout ça. Je sais que quand je travaille pour Arte, j'ai 34 caractères par ligne, 8 d'intervalle, et c'est jaune, et c'est du télétexte. Et donc, après, moi, j'ai plus qu'à travailler au kilomètre, et c'est mon logiciel qui va me dire, maintenant, là, il y a plus de 34 caractères. Voilà, par exemple, si je fais ça. Alors, évidemment, Ça clignote en rouge. déjà, voilà, ça clignote. Ça, c'est une première indication pour le moment où je travaille. Et j'ai mon logiciel qui va me dire, bon, là, il ne le fait pas, qui va me dire, bah non, tel sous-titre, il y a beaucoup trop de... Voilà, je vais faire comme ça. Voilà, là, il me dit erreur sur le nombre de caractères. Et donc, ligne trop longue, ça veut dire que j'ai dépassé la sécu titre. Alors, je pense que le mieux, parce que pour moi, c'est très familier tout ça, le mieux, ce serait que vous me posiez des questions sur la manière dont je travaille sur ce logiciel, parce que c'est vrai que je ne sais pas trop quoi vous montrer, tout me paraît très... Comme le temps file, là, on va peut-être Ouais. passer à la dernière partie de l'entretien sur la condition du traducteur. Ouais. Mais après, il y a un temps d'échange, donc s'il y a des gens qui ont des questions sur le logiciel, on pourra y revenir rapidement. Je vais laisser ce sous-titre rouge magnifié. Et puis, c'est parti, si tu veux. Encore, on va dire 10 minutes d'entretien, puis après, on va passer à l'échange. Pardon, je me suis Non, c'est pas grave, c'était très intéressant. Juste avant de passer au statut du traducteur, j'avais une question sur le voice-over. Ouais. Je crois, on superpose la voix qui traduit à la voix originale. Comment ça se passe en fait dans le... Alors, comment ça se passe c'est utilisé essentiellement pour les documentaires et la télé-réalité. Ouais. Dans le documentaire, la voix du narrateur, la narration, est remplacée par la voix du comédien français. Donc on n'entend pas en dessous la voix d'origine, mais les intervenants, donc interview du professeur Intel, spécialiste de biologie marine à l'université du Massachusetts, au départ, on n'entend que sa voix à lui, il va dire It's true that, machin, et ensuite on entend le comédien français, et on continue en dessous à entendre la voix française. Mon travail dans ce cas-là, c'est d'écrire un texte donc sur un document Word. Le synchronisme labial n'est absolument pas pris en compte. On n'est pas obligé, comme dans le doublage, de faire comme si ce qui avait été dit, il n'avait été toujours dit qu'en français, donc on n'est pas obligé de coller au mouvement des lèvres. Le plus important, c'est la fluidité, toujours, puisque ça va être lu par un comédien, donc il faut que ce soit facile à dire, et il ne faut pas faire des phrases à rallonge avec 5 propositions
subordonné, ça c'est pas possible. La contrainte principale, c'est le temps. Il faut que la réplique soit au moins aussi longue que la réplique de départ, voire un peu plus courte pour qu'on puisse entendre, comme je vous le disais au début et à la fin, l'intervenant de départ. Et il y a cette contrainte d'exactitude scientifique, puisque souvent les documentaires sont scientifiques ou historiques. Donc il y a une grosse part de travail de recherche et de vérification. Et il y a très souvent des erreurs. On écrit notre texte et on vérifie toutes les données qui sont... Donc les noms des espèces, il faut trouver les noms des espèces animales en français. Il faut trouver les statistiques. Si on nous dit... là, j'ai eu récemment un documentaire qui disait que le sanglier pesait en moyenne 50 kg. Alors je me suis dit, mais... ça me paraît bizarre, hein, un sanglier qui pèse en moyenne 50 kg. Et donc j'ai fait la recherche et j'ai vu qu'un sanglier, c'était plutôt 150 kg. Donc voilà, je l'ai changé. Voilà, ça, c'est une bonne partie de notre travail. Il y a aussi beaucoup de consignes de la part des chaînes, quand même, on parlait. Les chaînes, notamment France 5, demandent des documentaires très vivants, très dynamiques. Donc ils achètent un documentaire soporifique et par la magie de le choix de la voix et du traducteur et les consignes qu'on lui donne, ça devient un documentaire un peu plus vivant. Donc nous, on a pour consigne de doper un peu le texte et le comédien va être plutôt enjoué. Donc c'est un travail plus... Il y a beaucoup plus d'étapes, c'est beaucoup plus long que le sous-titrage, mais il y a une possibilité vraiment disons, de conformer l'œuvre à ce que le client veut en faire. Alors qu'en sous-titrage, s'il dit fucking, nous on ne peut pas mettre bon sang dans le sous-titre, c'est pas possible. Donc voilà, on traduit le texte, il est relu par la chaîne, il est enregistré en studio comme pour du doublage avec un directeur artistique qui suit le travail du comédien, qui le guide, qui lui donne une prononciation de mots, enfin ce genre de choses qu'on voit en doublage. Et ensuite, l'ingénieur du son donc, efface la voix de la narration d'origine, pose la voix du narrateur français, et pour les intervenants, comme je vous le disais, mixe entre les deux pour qu'on les entende tous les deux. Alors du coup, concernant les conditions de travail du traducteur, notamment les relations avec, donc on va parler tout à l'heure des labos de sous-titrage, moi j'ai cru comprendre que les relations étaient parfois un peu compliquées, les conditions en tout cas de travail avaient tendance à se dégrader, notamment aussi avec les délais, on travaille de plus en plus vite, avec la concurrence des fansubbers, et on voit apparaître maintenant ce qu'on appelle USA plus 24, où le lendemain de la diffusion d'un épisode de série aux États-Unis, il est diffusé en France sous-titré. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces relations et de ces conditions de travail? Alors, c'est un peu vaste sujet. Voilà. Est-ce que je me concentre plutôt sur le fansubbing ou ce qui te semble important, je pense. En fait, il y a plusieurs choses. Les tarifs ont beaucoup baissé ces dernières années. J'ai les statistiques données par l'État. La rémunération aux sous-titres a chuté d'environ 60% depuis le milieu des années 80, alors que le SMIC horaire a augmenté de 100% au cours de la même période. Donc autant dire que c'était un peu l'âge d'or des traducteurs qui avaient une rémunération très importante. Moi je connais une traductrice qui travaille pour le cinéma, qui a un milieu un petit peu préservé encore en termes de tarifs, qui travaille 6 mois par an. Parce qu'elle gagne suffisamment sa vie pour ne pas avoir à travailler le reste du temps. Quand on travaille pour la télé, c'est pas du tout les mêmes conditions. Les tarifs sont très bas, ils continuent de baisser, et donc on est obligé de travailler beaucoup pour pouvoir gagner correctement sa vie, ou même juste de quoi payer le loyer et se nourrir. Ça paraît très glamour comme ça parce qu'on travaille avec le cinéma, mais en termes de conditions, c'est loin de l'être, et je connais beaucoup de gens qui abandonnent en cours de route, ou qui ont soit qui passent leur nuit à travailler pour pouvoir gagner suffisamment pour payer le loyer, soit qui vivent encore chez leurs parents. Ça, c'est le cas de beaucoup de gens qui sortent de formation, parce que c'est extrêmement difficile de gagner sa vie correctement. Surtout quand au départ, on va travailler sur la télé-réalité, les tarifs sont vraiment effrayants. Ça permet pas de se nourrir. Je veux dire, j'ai une amie qui
qui a repris son travail d'étudiante et qui gagne mieux sa vie avec son boulot d'étudiante qu'elle le faisait quand elle était traductrice dans l'audiovisuel. Si ça ne marche pas au niveau des contacts, ou si on tombe que sur des programmes mal payés, on peut très bien finir en faillite, quoi. Donc c'est très difficile de ce point de vue-là. Le labo, sur le papier, est notre client. Donc ce serait à nous de lui dicter nos conditions. Le client nous appelle, nous dit j'ai tel travail à faire, quel est votre tarif? C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, ou c'est comme ça que ça se passe, pour prendre toujours le même exemple, à la boulangerie, si vous arrivez, c'est la boulangère qui vous dit combien coûte la baguette. Non, chez nous, le client arrive nous demander une baguette, il nous dit par contre j'ai que 15 centimes. Et c'est pour avant-hier en fait. Donc c'est comme ça que ça se passe. Il nous propose un programme, il nous dit c'est tant, et nous on dit oui ou non. Et si on dit non, il y a quelqu'un d'autre derrière qui le prendra. Donc ça nous arrive de négocier, ça nous arrive d'obtenir une petite victoire, un petit peu plus, mais c'est rarissime. Maintenant et les labos, donc, qui sont nos intermédiaires avec le client final, souvent la chaîne ou le distributeur, il leur arrive de ne pas faire de marge non plus sur leur programme, donc ça veut dire que toute la chaîne est très tendue en termes de tarifs. C'est pas seulement le traducteur qui en est victime, c'est devenu très très compliqué pour tout le monde. Carmelo disait qu'on était rémunéré aux sous-titres. Ça c'est plutôt le cas pour, disons, les milieux où ça marche encore bien, parce que ça représente, c'est, disons, proportionnel à la quantité de travail, ou en tout cas de texte livré. Mais maintenant, on est rémunéré essentiellement au forfait, donc à la minute. Et vous pouvez avoir des programmes avec 20 sous-titres à la minute et des programmes avec 5 sous-titres à la minute. Donc être payé à la minute, c'est pas du tout juste, mais c'est pareil, on n'a pas le choix. Si on dit non, on n'aura pas le travail. Donc moi, j'ai travaillé pour une série pour M6 cet été. 40 minutes, 850 sous-titres. J'étais payée 500 €. Ça m'a pris 4 jours de travail. 500 € brut. Pas tout à fait, parce que sur les droits d'auteur, on n'a pas les mêmes prélèvements que sur les factures ou les notes d'honoraires. Mais, et là, je viens de faire un film qui fait 92 minutes et j'avais 800 sous-titres. Et j'ai été payée à la minute aussi. Et le même tarif à la minute en plus. Donc, pour vous donner une idée des disparités selon les programmes. Là, j'ai eu un film d'action où ça faisait que se tirer dessus à tout bout de champ. Et donc, ils ne parlaient pas. Ou alors pour dire un petit mot vulgaire de temps en temps, mais c'était tout. Donc, voilà. Et alors que la série pour M6, c'était des enquêtes, voilà. Et donc, rien que par le mode de rémunération, le traducteur ne touche pas une rémunération juste, en fait. Disons pas fidèle à la quantité de travail qu'il a fourni. Et donc, voilà, on n'est pas du tout en position de force vis-à-vis du labo. On a de très bons contacts avec eux, mais eux nous disent, bon ben voilà, c'est 13 € la minute, et puis c'est tout, quoi. J'ai eu récemment un client qui m'a proposé un travail, c'était un nouveau client, je n'avais jamais travaillé avec lui, donc c'est toujours une bonne nouvelle d'avoir un nouveau client, une série sympathique. Il m'a dit que c'était 10 € la minute, et moi j'ai calculé, j'ai dit, bah, si c'est 10 € la minute, je vais perdre de l'argent à travailler dessus, c'est pas possible, quoi. Donc obligé de dire non. J'ai essayé de négocier, mais je savais déjà que c'était perdu d'avance. On n'a aucune marge de négociation, et on a toujours le spectre du traducteur qui est moins exigeant que nous, qui va dire oui derrière, et donc voilà, on est complètement coincé, quoi. Et on suit les évolutions du marché, et peut-être que l'année prochaine on nous dira bah non, le nouveau tarif maintenant c'est 12, et puis l'année d'après ce sera 11, et on sera obligé de suivre ou d'arrêter. On ne peut rien faire d'autre. Il n'y a que le cinéma qui est vraiment préservé, et le doublage, mais le sous-titrage et la voice-over, on n'a aucune prise sur les tarifs. C'est terrible. Et donc le fansubbing, et ben voilà, il y a des petits jeunes qui arrivent et qui disent ah ben moi je vais le faire gratuitement parce que j'aime bien. Donc déjà, c'est une aubaine pour les clients qui ne sont pas très scrupuleux, qui vont prendre les sous-titres sur Internet et les diffuser tels quels, c'est arrivé. Donc nous, ben, on n'a pas de travail pendant ce temps-là. Et les fansubbers sont à 12 sur un épisode qu'ils font pendant la nuit pour que ce soit diffusé le lendemain. Donc nous, on dit, bah ouais, mais maintenant, nous, on veut les sous-titres tout de suite pour pouvoir contrer les fansubbers. Donc ça a tout changé à la chaîne de travail. Maintenant, pour les séries prestigieuses comme Game of Thrones, comme Mad Men, comme ce genre de séries qui sont vraiment des vitrines pour les chaînes, on obtient les vidéos avant diffusion américaine
souvent le montage n'est pas terminé, il y a des fonds verts dans tous les sens, il y a des copyrights partout. Enfin, c'est une vidéo qui est vraiment très difficile à exploiter pour le travail. Et on fait un premier sous-titrage. On vérifie ce sous-titrage, je crois 2 jours avant la diffusion française pour s'assurer que tout colle au niveau du montage, que rien n'a été changé, que rien nous a échappé, parce que c'est vraiment des images en noir et blanc avec des textes partout, on voit quasiment rien, quoi. Et donc on travaille dans des conditions difficiles, à flux tendu. On peut pas, par exemple, ça fait un peu problème de riche, mais on ne peut pas partir en vacances. On sait que s'il y a Game of Thrones qui tombe, on va être coincé pendant 1 mois, et que il faut être absolument là pour la première vidéo, la deuxième vidéo, la césure, les corrections, etc. Et c'est en ça que les fansubbers ont compliqué notre travail. Et évidemment, ils ont donné cette impression au public et aux clients que finalement ce travail-là pouvait être gratuit. Et donc à partir de là, pour nous, ça a été extrêmement compliqué de justifier une rémunération. On nous a dit, bah oui, mais il y en a d'autres qui le font gratuitement. Et souvent, les téléspectateurs sont plus contents des fansubs que de votre travail de professionnel. Évidemment, puisque les fansubs vont vous mettre donc des sous-titres à rallonge. Souvent, le reproche principal qu'on nous fait, c'est qu'on ne dit pas tout dans les sous-titres. Je vous ai expliqué pourquoi. Le fansubber, il va dire tout dans les sous-titres. Et donc voilà, bah oui, c'est mieux les fansubs, il y a tout. Oui, mais nous, on a des contraintes qu'on est obligé de suivre et on ne va pas se mettre à travailler sans normes sous prétexte que les fansubbers le font. Mais ça a donné vraiment cette impression que les professionnels étaient un peu... s'accrochaient à une espèce de privilège et qu'ils étaient ancrés dans des pratiques du passé et que le fansubber était la version moderne du sous-titreur et que le fait de le faire gratuitement par passion, c'était plus noble que le traducteur qui demandait à être rémunéré. Donc il y a eu ce problème de délai qui a complètement changé et aussi l'image du traducteur qui en a vraiment pâti. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis du coup, on va prendre, je pense, 5 petites minutes s'il y a des questions dans le public. Dans le cas des documentaires, quand donc, vous écrivez la voix off pour un comédien, est-ce que parfois vous avez eu des retours de comédiens qui disaient des volontés de changement de texte pour... Oui, ça arrive souvent. Le comédien ou le directeur artistique. Je me souviens d'un documentaire où j'avais écrit un tunnel souterrain. Et donc j'ai eu un retour, on m'a dit mais le comédien et le directeur artistique ont beaucoup ri parce qu'un tunnel c'est toujours souterrain. Et je me suis dit, bah, évidemment, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais souvent eux, quand ils disent le texte, il y a une dimension supplémentaire qui rend la phrase vivante et ils prennent conscience peut-être de lourdeur ou d'éléments superflus ou voilà, de l'absurdité que nous, à l'écriture, à la relecture et aux multiples relectures qui suivent, parce que c'est relu peut-être 3-4 fois, ne nous ont pas du tout frappé. Donc ça arrive. En théorie, on est censé nous tenir au courant puisque c'est toujours notre nom à nous qui est indiqué à la fin du documentaire, donc on est légalement l'auteur du texte. Donc normalement, le texte ne doit pas être changé pour nous. En pratique, c'est pas toujours le cas. Bon, si c'est pour tunnel souterrain, je suis très contente qu'il l'ait fait. Hein. Ça me rassure même plutôt. Je suis contente de ne pas avoir à voir le documentaire en tant que ça. Mais parfois, c'est des préférences personnelles. Et nous, on n'est pas forcément d'accord, mais on n'a pas notre mot à dire parce qu'on n'est pas là pendant les enregistrements, donc ça se fait sans nous. Est-ce que c'est plus facile pour certaines langues de s'insérer professionnellement? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que c'est plus facile, par exemple, pour le japonais que pour quelqu'un qui maîtrise l'allemand, où il y a beaucoup de langues? Alors, il y a 2 choses à prendre en compte. C'est très bien d'avoir une langue rare, ce qu'on appelle langue rare, même si en fait ça ne veut pas dire, parce qu'une langue rare, ça peut être considéré comme le japonais, alors que les gens qui parlent le japonais sont quand même assez nombreux. Mais disons langue rare par rapport au nombre d'œuvres audiovisuelles qui sont produites dans cette langue. C'est intéressant parce que s'il y a un truc qui tombe en polonais, par exemple, eh ben vous êtes sûr que vous allez être appelé parce que vous êtes 2 sur le marché à faire du polonais au français. Par contre, il n'y a pas souvent des œuvres en polonais qui tombent. Donc quand il y en a une, on vous appelle, mais il y en a une par an, ou 2. Donc c'est pas évident. Je pense que c'est un bon moyen de se distinguer des autres si
si par exemple vous faites de l'anglais et du polonais, vous allez vous distinguer par le polonais, vous faire connaître grâce au polonais, et ensuite on vous donnera du travail en anglais. Malheureusement, c'est vraiment un milieu où l'anglais représente l'écrasante majorité du travail, donc le mieux c'est encore de travailler avec l'anglais pour le volume que vous allez obtenir, et donc les primes de commande et vos revenus tout simplement. Mais je pense que parmi tous les traducteurs qui font de l'anglais, avoir cet atout de la langue dite rare en plus, c'est vraiment intéressant. Ouais. Donc maîtriser plus de langues, ça veut dire aussi peut-être avoir plus de demandes. Oui, oui, bien sûr. Oui, non, alors, il faut les maîtriser. Je dirais pas parfaitement, parce que je ne sais pas si on peut maîtriser une langue étrangère parfaitement, mais il faut avoir une très bonne maîtrise de cette langue. Mais avoir, je dirais, l'anglais quasiment systématiquement plus une autre langue, c'est le CV idéal, quoi. Une autre langue en dehors de l'espagnol, l'italien, l'allemand, même si l'allemand, quelque part, c'est un peu considéré comme une langue rare aussi, parce qu'il n'y a pas tant de traducteurs que ça qui font de l'allemand. Dans l'audiovisuel, on fait souvent ce qu'on appelle des traductions relais. Donc, par exemple, le client achète une série finlandaise. Donc, c'est du finnois. Et ben, il n'y a pas beaucoup de traducteurs finnois-français. Donc, le distributeur obtient un sous-titrage en anglais et il fait traduire le sous-titrage en anglais par des gens qui travaillent avec l'anglais. Et ça, en traduction, ça se fait pas normalement. On ne fait pas de traduction relais parce qu'on ne sait pas si la traduction anglaise était bonne au départ. Donc si vous parlez finnois, bah, c'est plutôt intéressant pour les labos qui vont pouvoir se dire bon bah voilà, on évite la traduction relais, cette pratique qui n'est pas terrible et qui n'est même pas vraiment autorisée. Et du coup, on est sûr d'avoir un bon boulot, un bon résultat fiable, à condition que vous maîtrisiez bien. Donc c'est vraiment un très très bon atout. Et le japonais, même si il y a énormément d'œuvres qui sont faites en japonais, finalement il n'y a pas énormément de gens qui font ça dans la traduction du visuel. Et c'est toujours, le japonais, pour vraiment cet exemple-là, c'est un atout extraordinaire, parce qu'avec les mangas, il y a un volume incroyable d'œuvres qui sont produites, quoi. Je voulais faire peut-être une remarque par rapport à cette question des langues, parce qu'il me semble un peu un piège. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de quantité de langues. Trouver du travail, par exemple, en traduction, plus on parle de langue, plus on a l'impression que non. En réalité, la difficulté dans le milieu audiovisuel, moi je pense, elle est très souvent liée au culturel, aux références et au registre de langue, à des parlers d'une ville ou d'un... Alors là, on parle, pour l'anglais, pour le coup, effectivement, on peut avoir sous-titré un film néo-zélandais où ils ont un accent un peu particulier, une culture particulière, un jargon qui leur est propre, et puis en plus, donc en fait, en réalité, c'est pas le fait de parler de langues rares qui peut amener du travail, certes, de temps en temps peut-être, mais le fait de maîtriser les cultures qui vont avec. Ça, c'est pas toujours évident, parce que les cultures ou les langues qui sont parlées très largement, je parle de l'anglais, je parle de l'espagnol, d'autres langues comme ça, c'est extrêmement compliqué. Moi qui suis natif espagnol, j'ai du mal à suivre certaines séries, doublées notamment en Amérique latine. Mais je pense que dans l'audiovisuel, quand on met une langue sur son CV, on sous-entend plus ou moins c'est pas seulement la langue, c'est finalement toute la culture qu'on est capable de traduire. Enfin, en théorie, pour moi, c'est pour ça que je ne mettrai jamais l'allemand sur mon CV. Donc déjà parce que je ne le maîtrise plus, mais je n'ai pas une connaissance suffisamment fine de la culture allemande. Je pense que dans l'audiovisuel, il y a tout à fait cette notion culture plus langue. Donc si on met japonais sur son CV, ça voudrait dire je suis censée comprendre la private joke de l'émission japonaise complètement déjantée, et pas seulement un texte simple. Pour moi, ça va de pair en fait. Mais je suis tout à fait d'accord. Ça m'arrive de rencontrer des gens qui me disent je parle 5 langues, et ça me fait toujours tiquer. Moi, je me dis, ça veut dire quoi parler 5 langues, à quel niveau, de manière vraiment compréhensible par quelqu'un de natif. Voilà. Donc je suis d'accord qu'il ne faut pas non plus partir dans tous les sens et se disperser finalement. Mais je trouve que dans l'audiovisuel,
Si demain vous arrivez dans le milieu de l'audiovisuel et que vous dites voilà, je traduis de l'anglais vers le français, ouais, et c'est le minimum, quoi, vraiment. Et si vous faites une autre langue, comme je vous disais, qu'une autre langue, le volume sera pas suffisant. Il faudra avoir une autre activité à côté pour pouvoir gagner votre vie, quoi. Parce qu'il faut. C'est très joli de parler du prestige de la profession, de la passion, parce qu'évidemment, on est tous animés par la passion. Mais à un moment, il faut aussi gagner sa vie. Et donc faire des choix dans sa profession qui nous permettent de vivre, tout simplement. Là, c'est une question, par contre. Je suis frappé de voir qu'effectivement, vous travaillez essentiellement dans le sous-titrage et voice-over. Ouais. Mais est-ce que c'est si difficile que ça, justement, de rentrer dans le doublage ou cinéma? C'est une question de milieu après, mais pour le doublage, on peut aussi doubler quand même. Oui, tout à fait. Alors, déjà, entre cinéma et télé, c'est très cloisonné. Oui. Le cinéma, c'est un peu la chasse gardée. Déjà, les distributeurs souvent font appel à des traducteurs précis, ils ont leurs habitudes, donc c'est eux qui décident un peu avec qui ils travaillent. À la télé, le volume est tel que souvent ils sont moins regardants, donc on nous donne notre chance. Le doublage nécessite une compétence technique très complexe et il faut vraiment être formé pour en faire. Donc c'est-à-dire que sur le papier, je pourrais faire du doublage, pas de problème. J'ai même eu une initiation pendant mon master. Le problème, c'est que mon master, en fait, je l'ai fait pendant les grèves du CPE, donc mon cours de doublage a sauté. Donc je n'ai pas eu suffisamment de cours, j'aurais dû être beaucoup plus formée que ça, mais voilà. Il faut apprendre à maîtriser un logiciel qui est complètement différent du logiciel de sous-titrage. Sur le logiciel de doublage, vous avez ce qu'on appelle la bande mère, où on écrit le dialogue et on indique les mouvements de bouche qui correspondent. Donc ça tombe vraiment en même temps. Vous avez la bande qui défile comme ça à la vitesse de la vidéo et vous avez le texte écrit. Et si vous dites because, vous allez avoir le signe qui indique qu'il y a le B, donc la bouche qui se ferme. Et ça, c'est le mouvement principal à respecter en doublage. Il faut que, dans la mesure du possible, la bouche du comédien français se ferme au même moment que la bouche du comédien original. Le travail d'adaptateur de doublage, c'est aussi un travail de dialoguiste qui est peut-être plus prononcé que dans le sous-titrage, où on a des contraintes qui font que parfois nos dialogues ne sont pas forcément aussi naturels qu'on voudrait parce qu'on n'a pas la place ou pas le temps. Eux, le comédien peut dire beaucoup plus de choses que nous, on peut en écrire en sous-titrage. Donc, ils n'ont pas cette contrainte de temps, disons, de manière moins prononcée, mais ils doivent écrire une phrase qu'on pourrait croire sortie de la bouche du comédien. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et ça s'apprend. Donc, ça demande une formation. Et en général, les adaptateurs de doublage débutants sont mis sur des programmes qui, disons, sont moins importants, entre guillemets, que d'autres pour les chaînes. Donc, c'est les soap-opéras. Donc, si moi, demain, je me lance dans le doublage, je vais me former et on va me donner un épisode des Feux de l'amour. Donc, c'est pas facile, hein, parce que les Feux de l'amour, en plus, on est en gros plan, donc on voit super bien les bouches. Et je vais me former sur ça, les Feux de l'amour, les Feux de l'amour, les Feux de l'amour au kilomètre, jusqu'à ce que je sois suffisamment à l'aise pour qu'on puisse me donner peut-être un téléfilm dans un premier temps, et après peut-être une série ou un film. Ben, ça, c'est pareil, c'est au bout de je ne sais pas combien d'années de carrière. Mais je ne peux pas vraiment vous parler du doublage parce que je ne suis pas formée, et donc, quelque part, c'est comme si c'était un métier étranger pour moi. Alors, c'est pas vraiment ça, parce qu'on navigue vraiment dans les mêmes cercles, on travaille avec les gens qui font du doublage, parce que maintenant, les chaînes exigent que, par exemple, les tutoiements, vouvoiements entre les personnages soient les mêmes dans le sous-titrage et dans le doublage, que les termes clés, comme, je sais pas, dans Utopia, par exemple, on avait donc la BD qui s'appelait Utopia, le personnage principal, il fallait que ce soit les mêmes termes en doublage et en sous-titrage, donc on est en contact permanent avec eux, mais quelque part, il y a très peu d'échanges entre les deux. Je connais quelques personnes qui pratiquent les deux activités, mais en général, on se croise pas trop, quoi. C'était une de spécialité. Oui, mais j'ai quelques amis qui pratiquent les deux, qui vont parfois, là c'est le cas de quelques privilégiés, faire le doublage et le sous-titrage d'une même œuvre. Ça, c'est notamment le cas de quelques traducteurs très en vue sur des dessins animés, des films d'animation. Ils vont faire le doublage
doublage et le sous-titrage. Ça, c'est vraiment un peu le rêve, quoi. Alors, à moins qu'il y ait une question vraiment très pressante, je pense qu'on va s'interrompre là pour des questions de temps. Du coup, on va prendre peut-être 2 minutes de pause. Voilà, juste le temps. Désolée, c'était vraiment intéressant, mais juste le temps de respirer un coup, etc. Et puis on va enchaîner donc, sur la traduction de romans policiers juste après.